Alors c'est énorme ce qui reste à faire. Tout le monde a l'air de croire que ça y est, c'est fini, ça existe et voilà. C'est pas vrai du tout. Parce qu'on a beaucoup de réticence au changement, de part et d'autre, pour des bonnes raisons, pour des moins bonnes raisons, pour des questions d'habitude, aussi parce que la santé en France est extrêmement silotée. La maturité, on n'y est pas encore et je pense que tout ce qu'on a partagé là te montre qu'il y a encore des champs, tu vois, d'investigation et des champs à explorer énormes. Donc la maturité, on n'y est pas. Là, on est dans une phase de consolidation du secteur, on le voit bien. Moi, c'est un écrivain voyageur qui est mon explorateur, c'est Sylvain Tesson. Nous voulons tous faire avancer la santé, mais les barrières à l'entrée pour entreprendre dans la health tech sont plus importantes qu'ailleurs. Je suis Mériadec Guignard, pharmacien entrepreneur et passionné par ce qui fera la santé de demain. Avec Health Tech in Progress, je vous propose de partir à la découverte des entrepreneurs, des chargés de valorisation, des avocats, etc., impliqués dans l'écosystème santé. À travers leur expérience, ils vont nous aider à faire tomber les barrières pour entreprendre dans la health tech. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ce qui fera la santé de demain. Bonjour Marie-Laure et merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Health Tech in Progress. Donc pour commencer, je vais te demander de te présenter, de présenter un petit peu ton parcours avant Medocteur. Alors moi j'ai commencé mon parcours professionnel dans le conseil en management, donc dans des très grands cabinets que tout le monde connaît, Deloitte, KPMG, Pitt Marwick et autres, et j'étais dans le secteur de la banque de détail. Et tout de suite, en fait, j'ai été plongée dans toutes les restructurations, les transformations de ce secteur bancaire qui était un petit peu en panne de modèle économique et en panne de levier de croissance. On était au début des années 2000. Hein. Moi, je suis pas une gamine. Et du coup, voilà, pendant 8 ans, j'ai accompagné des très grandes banques, des très grands réseaux bancaires, aussi bien sur des problématiques de fusion, de réorganisation et aussi de création de nouvelles activités. Alors un exemple très très simple, aujourd'hui tout le monde connaît la Banque Postale, c'est à ce moment-là qu'on l'a créée. Parce que quand on s'est dit, voilà, que ça va être quoi mes leviers de croissance quand il y aura plus de courrier, et là on le vit assez fortement avec cette période actuelle où on numérise énormément de choses, et ben voilà, ça fait partie des sujets qu'on a créés ensemble. Alors on était nombreux, hein, j'étais pas toute seule, mais voilà, ces grands moments de la banque de détail, des banques à réseau, au début des années 2000, avec ces gros projets de transformation, encore une fois de rapprochement, de fusion et de création de nouveaux modèles économiques et de nouveaux services. Et en fait, de cette expérience, j'ai tiré vraiment 2 enseignements qui ont contribué à la suite. C'est de me dire, déjà, pour tirer une entreprise et des modèles économiques et faire un pas dans l'innovation, il faut vraiment avoir une posture 360 en fait, hein, pas juste s'intéresser que à l'organisationnel, que au modèle éco ou que à l'innovation technologique. Il faut vraiment avoir une capacité à mêler tout ça. Et la deuxième conviction, c'était vraiment l'innovation est un vrai levier de transformation. Hein. C'est comme ça que moi j'ai mis le pied dans l'innovation. C'était comme un levier pour faire quelque chose d'autre au départ. Et puis j'ai rejoint ensuite le comité exécutif d'Atos France, donc grosse SS2I à l'époque, hein, et toujours aujourd'hui, 15 000 personnes en France, qui étaient aussi en panne de croissance, avec des modèles économiques, des modèles de delivery qui étaient aussi en perte de vitesse. Et donc j'ai rejoint le président de la France pour modestement apporter ma pierre à l'édifice et surtout piloter en fait toute cette transformation à la fois des modèles opérationnels, des modèles exécutifs, des modèles économiques. C'est les époques où on a inventé le service, le software as a service. Hein, ça n'existait pas avant dans cette grande maison-là. C'est vrai qu'on en parle beaucoup maintenant. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais quand j'ai rejoint, c'était en 2006. Voilà, c'est des choses qui étaient complètement émergentes.
Également tout ce qui est nearshore, offshore, c'est là qu'on s'est tous lancés dans des aventures d'aller créer des usines en Inde, au Maroc, voilà. Donc c'était cette grande période-là. Et là, au-delà de confirmer ma première intuition que l'innovation est un levier de transformation, là j'ai aussi pris goût à l'innovation pour résoudre des problèmes sociétaux, puisque du coup l'innovation permet évidemment d'aller craquer des problématiques sociétales et d'aller chercher des innovations. Donc du coup ça m'a fait un premier switch vraiment dans le renforcement de ces sujets d'innovation qui, encore une fois, pour moi, ne sont pas que technologiques, mais doivent vraiment être pilotés en 360 sur l'ensemble des dimensions pour générer leurs effets, en fait, hein, tout simplement. Et moi, mon obsession, c'est d'exécuter cette innovation. C'est-à-dire que je trouve ça déjà pas simple d'envisager des innovations, mais alors de les mener là où elles doivent aller et d'embarquer tout le monde derrière. Moi, c'est vraiment mon dada, c'est vraiment ce qui fait mon ADN et c'est vraiment ce qui me plaît. Donc ça, c'est ma deuxième grande période entre guillemets dans la carrière. Et puis donc là, j'avais goûté, comme tu le vois, aux très gros groupes, hein, très grandes entreprises et j'ai eu vraiment, j'ai été titillée par la fibre entrepreneuriale, donc j'ai créé ma propre boîte pour m'autoriser justement à partir vraiment sur des champs d'innovation sans avoir de problématiques organisationnelles ou autres à gérer entre guillemets. Et donc là, moi, le sujet on était juste après la crise de 2008, hein, j'ai créé ma boîte en 2009 qui s'appelait Mécénance. Et donc moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était de voir comment on pouvait un peu hacker le management et la gestion des RH. On était dans une période où c'était extrêmement difficile, il n'y avait plus d'argent dans les entreprises, on ne savait plus manager les équipes, on ne savait plus comment les embarquer sur des projets. Et là, je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'aller chercher des innovations autour de ces problématiques-là. Donc, j'ai créé ma boîte en 2009. Ça a été une aventure qui a duré jusqu'en fin 2015, début 2016. Et donc, une vraie première aventure entrepreneuriale qui change complètement de cadre. Hein, quand on était comex d'un grand groupe et tout d'un coup qu'on se retrouve... c'est le grand saut, quoi. C'est le grand saut, mais ça a été un moment de bonheur intense parce qu'en plus, j'étais hébergée à la ruche innovation. Donc là, j'ai croisé plein d'entrepreneurs, des jeunes, des moins jeunes, sur tout un tas de sujets. Et donc, c'était vraiment l'effervescence. Ça, c'était passionnant. Et puis, je vais la faire courte parce qu'on va pas passer toute l'interview. T'inquiète pas, c'est vrai que c'est passionnant de voir tout ton parcours et surtout l'évolution parce que c'est vrai qu'on voit un petit peu l'entrepreneuriat en mode, bon, il y a beaucoup de jeunes, etc. Mais tout le parcours avec tout le background, c'est vrai que ça apporte une pierre supplémentaire quand on veut faire des belles choses. Oui, il y a plusieurs manières de tomber dans l'entrepreneuriat et d'être un entrepreneur. Et je pense que c'est intéressant de montrer que c'est pas réservé à un profil type. Voilà. Et puis donc fin 2015, les problématiques managériales, RH et autres, c'est pas que ça m'intéressait moins, mais j'avais envie vraiment d'aller chercher un terrain qui me paraissait absolument essentiel au plan sociétal, c'est la santé. Et donc là, j'ai rejoint une mutuelle qui s'appelle la Mutuelle Nationale Territoriale, qui est la 9e mutuelle en France, qui est la mutuelle des agents territoriaux, en fait, hein, dans les collectivités locales. Et donc, je suis rentrée avec ma casquette de transformatrice, entre guillemets, et d'innovation également. Et très vite, j'ai été directeur général adjoint de cette mutuelle. Et donc là, on a vraiment travaillé en symbiose avec le directeur général et avec toutes les équipes par ailleurs pour faire de cette maison qui était un peu une maison de gestion, une maison qui était en capacité d'offrir des services, donc une vraie révolution à la fois culturelle, technologique et autres. Et puis, une fois que cette transformation a été... Alors, la transformation, c'est continu, hein, on ne s'arrête jamais, mais on avait fait un grand pas. Et là, j'ai eu l'opportunité, donc cette mutuelle faisant partie du groupe Vive, le groupe Vive, du coup, venait de racheter Médocteur, chercher un directeur général puisque les fondateurs allaient partir. Et c'est là donc au printemps 2018 que j'ai rejoint en tant que directeur général Médocteur. Donc avec un grand bonheur parce que là, ça permettait de mettre vraiment au même niveau et dans la même aventure, entre guillemets, vraiment mon background sur la santé, les grands groupes, parce que les clients de Médocteur à l'origine sont des clients qui sont des grands groupes. Hein, c'est une entreprise qui fonctionne beaucoup en B2B. Voilà, et puis la santé et l'innovation. Donc la boucle était un peu bouclée. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un sacré parcours vraiment ancré sur l'innovation. Et donc évidemment, tu vas me faire la transition automatique vers Médocteur. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que vous faites chez Médocteur? Parce que je sais que vous avez une offre de service quand même qui est considérable et qui a notamment explosé depuis que tu es arrivé chez Médocteur. Donc
Si tu peux nous faire une petite présentation, ça sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc, Médocteur, au départ, c'est vraiment... Alors déjà, Médocteur, date de création, c'est 2015. Donc, c'est un acteur un peu historique dans le marché. Au départ, vraiment, le positionnement, c'est de se dire on ne peut pas laisser quelqu'un qui a un problème de santé sans réponse ou le laisser aller errer sur les forums pour avoir une réponse à sa question médicale. Je crois qu'on a tous fait l'expérience de poser une question dans Google. On était un peu inquiet, mais pas trop. Puis à la fin, on se dit mince, j'ai un cancer généralisé, ça va pas du tout, quoi. Donc c'était vraiment ce parti pris très sociétal en fait de la part des fondateurs de Médocteur. Et donc très très vite, on a déployé un savoir-faire sur la prise en charge en 24/7, sans rendez-vous préalable et en moins de 15 minutes. Alors en 2015, la téléconsultation n'avait pas un cadre réglementaire posé et donc on n'était pas en capacité d'être sur ce format-là. Donc on a commencé avec ce qu'on appelait du téléconseil à l'époque. Et puis en 2018, on a eu l'agrément de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France pour faire de la téléconsultation en 24/7. À l'époque, la sécurité sociale ne prenait pas encore en charge le modèle. Et donc, c'est comme ça qu'on est rentré dans le grand monde des assureurs santé. C'est comme ça qu'on a installé notre modèle en B2B2C. Donc, aujourd'hui, un Français sur 3 a accès à de la téléconsultation chez nous grâce à son entreprise ou sa complémentaire santé. Donc ça, c'est la première histoire de Médocteur. C'est vraiment, je dirais, notre service phare sur lequel on est très connu et très positionné. Comme tu le sais peut-être, depuis, le cadre a évolué de la téléconsultation avec ce qu'on a appelé l'avenant 6, puis l'avenant 8 et le 9 est en cours sur la prise en charge d'une téléconsultation entre un patient et son médecin traitant. Et donc là, c'est un tout autre modèle sur lequel, bien sûr, on est arrivé. Et donc là, l'idée, c'est de déployer des services digitaux et des outils à destination des professionnels de santé pour les mettre en relation avec leurs patients. Donc depuis cette évolution-là, au-delà de la téléconsultation 24/7, donc on a des outils qui permettent la prise de rendez-vous, l'agenda en ligne. Donc ça, on connaît très très bien tous Doctolib. On le fait aussi chez Médocteur, ça s'appelle Avec mon doc. Et également tous les outils qui vont permettre aux médecins de gérer, alors la prise de rendez-vous, on en a parlé, mais aussi la téléconsultation s'ils le souhaitent, et aussi de gérer tous ces dossiers patients, sa patientèle, avec nos outils digitaux. Donc, on a du coup aujourd'hui aussi de la téléconsultation qu'on appelle programmée, de la prise de rendez-vous en agenda et de la gestion de patientèle. Voilà, C'est ça la distinction des fois entre le programmé et le non programmé. Donc programmé, c'est avec son médecin, et non programmé, ça peut être avec n'importe quel médecin? Alors, si on prend de manière générique, programmé, non programmé, c'est j'ai pris un rendez-vous, j'en ai pas pris. Donc il y a une notion d'immédiateté ou pas. Et effectivement, aujourd'hui, la sécurité sociale ne prend pas en charge les téléconsultations non programmées en 24/7 et elles sont financées par les assureurs ou les entreprises. Ok, d'accord, très très clair. Et quelle est la demande la plus fréquente que vous avez sur le penchant téléconsultation, en termes de pathologie avec vos patients? Sur le non programmé, du coup. Sur non programmé, du coup, oui. Ouais, d'accord. Donc sur le non programmé, donc c'est le patient qui nous contacte alors qu'il connaît pas de médecin, enfin il a pas son médecin n'est pas disponible ou alors il a pas de médecin. Donc les pathologies, ce qu'il faut se dire, c'est que en termes de grandes spécialités, je vais rentrer un peu plus dans le détail l'illustration, mais en gros c'est la médecine générale qui à 70 ou 75% est mobilisée sur les problématiques qu'on rencontre comme ça un petit peu en urgence quand son médecin traitant n'est pas là, que c'est la nuit, qu'on est en déplacement ou autre. Donc ça, c'est vraiment la grosse partie, puisque la médecine générale est quand même en capacité de traiter un certain nombre de problématiques. Donc derrière ça, après, si on regarde un petit peu les spécialités, ce qui est assez intuitif, ce qui marche très très fort et là où on a beaucoup de demandes, c'est tout ce qui est dermatologie. Typiquement, j'ai une infection, j'ai un kiss, j'ai un eczéma, je me suis fait mordre par mon chat. Enfin, je donne des exemples très concrets, mais c'est exactement ça. Donc là, vraiment, et on voit bien pourquoi la dermatologie marche bien, parce que c'est vraiment une spécialité d'image. Donc ça passe très très bien. Puis surtout, c'est vrai que c'est une spécialité aussi qui est sous tension. C'est très très dur de trouver un rendez-vous chez un dermato, donc je suppose que là, l'intérêt de Médocteur, il est clair et net là-dessus. Absolument, c'est exactement ça. Ensuite, on a tout ce qui est gynécologie, qui est aussi très fort. Et là, de la même manière, évidemment qu'on va pas faire un examen clinique en téléconsultation, mais il y a vraiment beaucoup de questions autour des cystites, des oublis de pilules, enfin d'un certain nombre de choses du quotidien qui se gèrent très très bien en téléconsultation. Et puis après, quelque chose qui est contre-intuitif là pour le coup, donc je le cite, c'est tout ce qui est ophtalmologiste. Alors, on sait bien.
Oui, c'est Mais moi, ça m'étonne. ça, exactement. Mais les OFTA, c'est pareil, hein, c'est une spécialité vraiment en tension. Et aller trouver un OFTA quand vous avez un orgelé ou un chalazion, bah, c'est pas forcément évident. Et donc, on sait traiter tout ça en téléconsultation, en revanche. Voilà. Et après, il va y avoir des évolutions et on a des expériences en cours, nous, sur le terrain aussi. Grâce à la technologie, on va aussi pouvoir faire des examens de vue à distance. Et donc là, on pourra augmenter encore plus la pertinence et la profondeur des consultations à distance en ophtalmologie. Ah oui, carrément, donc vous avez aussi un pôle R&D chez Medoctors. Alors, on a un pôle R&D qui est très, très actif, c'est extrêmement important. On est vraiment dans un secteur qui est en pleine évolution. Et pour le coup, là, la dimension technologique est très importante, la dimension organisationnelle l'est aussi. Mais du coup, on a tout un champ vraiment devant nous qui s'ouvre grâce à tout ce que les nouvelles technologies peuvent nous permettre de faire. Donc, on pense souvent à intelligence artificielle, data et autres, mais il y a aussi tous ces équipements, notamment en OFTA, en ORL, qui permettent vraiment de prendre le contrôle à distance et de faire des examens de vue à distance. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que le futur, on va l'aborder tout à l'heure un petit peu avec le futur de Medoctors, mais je pense qu'il est très complet. J'avais une autre question assez concrète sur le volume de consultations mensuelles, parce que je sais que vous avez sûrement dû vivre une explosion de la demande avec la crise de la Covid-19. Donc est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée du nombre de consultations mensuelles que vous faites? Oui, alors, encore une fois, il y a 2 types de réponses, hein. Il y a les téléconsultations que font les médecins avec leur propre patientèle et là, pour le coup, ils ont des usages très divers les uns les autres. Certains consacrent une demi-journée par semaine pour faire la téléconsultation, d'autres le font en temps interstitiel et tout ça et donc ça, il y a des pratiques très différentes et sur notre, non programmé, donc le 24/7 où on a des demandes de 1 Français sur 3, on est autour, hein, c'est en stabilisation là en ce moment, parce que c'est vrai qu'on a vécu une année assez incroyable. On est autour de 320-380 téléconsultations par jour, hein. Ah oui, d'accord, en effet, c'est des beaux chiffres. Et comment vous avez vécu cette explosion liée au Covid? Je pense que c'est la question classique que tout le monde doit poser dans ce contexte-là, mais elle est vraiment intéressante à Elle est, avoir. elle est extrêmement intéressante et tu as raison de la poser parce que malgré tout, au-delà du fait qu'on nous l'a beaucoup posée, je pense que c'est vraiment le cas typique pour les startups où il y a une accélération de roadmap qui est juste incroyable, que personne n'aurait pu anticiper. Et donc, quand tout d'un coup, on se prend des volumes fois 10, fois 11 en 2 jours sur le non programmé, alors en plus, par définition, le non programmé, on peut pas le prévoir. Donc, en plus, on ne sait pas, c'était vraiment c'était incroyable cette période, hein. On ne sait pas du coup si ça va faire encore fois 10 le lendemain ou, enfin, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, cette courbe exponentielle. Donc, bah, comment on a fait? La première chose, c'est de sécuriser les opérations. Très clairement, parce que quand on fait du 24/7 pour 20-25 millions de personnes, potentiellement, ça peut faire des volumes de dingue qui sont absolument pas anticipés. Alors, ni au plan, je vais dire des infrastructures tech, hein, très clairement, on n'avait pas anticipé une telle évolution, ni au plan du coup bah, de la relation client, de la relation patient, professionnel de santé. Là, tout d'un coup, on passe à une autre échelle et c'est pas anticipé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a sécurisé les opérations, on a remuscler un peu nos serveurs et autres. Et puis, on a mis en place des choses qu'on pensait faire d'ici 1 an, 2 ans pour certaines d'entre elles. Et notamment, l'une des premières choses qu'on a faites, parce que notre service client, patient et professionnel de santé débordait, on a attaqué l'externalisation de ce service-là auprès d'une entreprise. On avait prévu de le faire, c'était le modèle cible. Mais là, compte tenu des volumes, on avait des appels. Écoutez, c'était incroyable parce que de 8 heures, alors je parle même pas du service client, je parle même de moi, Marie-Laure, j'avais des appels de 7 heures le matin à minuit, de demandes massives de professionnels de santé qui voulaient à tout prix s'équiper. Ah oui, ça devait être un sacré challenge. Et c'était assez incroyable parce que évidemment, c'était pas du tout prévu, on n'était pas du tout structuré pour. Et en plus, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'à l'époque, les pratiques en télémédecine, elles étaient très marginales. Donc en plus, des professionnels de santé qui veulent s'équiper, mais qui ne savent pas trop comment ils vont les utiliser. Donc il y a toute une qualification des demandes et un accompagnement pour lequel on n'était pas du tout dimensionné, évidemment. Donc ça a accéléré notre roadmap aussi sur le fait d'externaliser le niveau 1 notamment de la relation et puis d'enrichir les équipes aussi avec des ressources et des compétences un peu plus vastes. Et au-delà des professionnels de santé, des assureurs santé qui tous du coup voulaient avoir leur service, en plus il y avait le stress permanent parce que évidemment qu'on souhaite servir nos clients comme il faut, mais quand on est sur du non programmé, garantir du 100% de prise en charge en moins de 15 minutes quand on connaît
connaît pas les volumes qui vont débouler. On avait aussi une très très grosse pression avec nos partenaires. Bah ça, d'ailleurs, c'était une question que j'avais aussi parce qu'elle m'intrigue un petit peu. Comment vous faites pour assurer ce délai de 15 minutes? Et j'ai même cru voir que vous arriviez à le faire descendre à 2 ou 3 minutes, ce qui est vraiment ridicule. Et ça, c'est quelque chose qui me surprend face au volume de demande. Comment vous faites? Alors oui, notre engagement contractuel en qualité de service, c'est 15 minutes, mais on observe vraiment autour de 2-3% d'attente, quelle que soit la spécialité et l'horaire. Et du coup, à cet égard, la crise sanitaire nous a vraiment démontré la robustesse de notre modèle, parce que autant on a pataugé la première semaine, c'est bien normal quand on a des volumes autant du coup, ça a permis de voir la robustesse de ce modèle. Chez MedDoctor, on a un modèle très particulier de sourcing du temps médical, c'est que les médecins qui travaillent avec nous, déjà sont absolument volontaires, évidemment, et du coup, on ne leur impose aucune plage d'astreinte, c'est-à-dire ils participent à l'effort de prise en charge du non programmé en fonction complètement de leur disponibilité. Et donc, on a vu que ça, c'était un modèle où on n'avait pas notre boule de cristal, mais en fait, qui était très robuste avec du volume, parce qu'un professionnel de santé, même quand il est très occupé, il a assez souvent du temps interstitiel. Et donc, ce modèle d'organisation extrêmement souple qu'on offre aux professionnels de santé qui travaillent avec nous, est quelque chose qui leur correspond très, très bien. Et donc, du coup, après les 15 jours de bugs, entre guillemets, en mai, où on avait des pourcentages de réponses, c'était une catastrophe. C'était pas si catastrophique, on était à peu près à 50%, hein, au lieu de Ouais, 50%. bah, je pense que c'était normal. C'est Nos même. clients déjà trouvé ça très très bien, parce que de toute façon, c'est l'époque où on ne pouvait pas avoir un seul médecin. Et on a vu du coup que ce modèle-là, finalement, on avait réussi à attirer très facilement et très rapidement, surtout, des professionnels de santé, parce qu'il y a une vraie souplesse. Et je pense que c'est la force du modèle chez MedDoctor. Mais c'était une autre question que j'avais, et donc bah, tu me fais encore faire la transition automatiquement. C'est comment vous y prenez pour recruter? Parce qu'on entend vraiment très souvent parler des déserts médicaux, du manque de médecins, etc. Donc c'est forcément une question qui se pose quand on voit une plateforme comme ça qui arrive à recruter presque avec facilité des médecins. En fait, je pense que dans tous les secteurs, mais c'est particulièrement vrai dans celui de la santé, c'est le bouche à oreille qui est le meilleur ami. Et donc, pour nous, vraiment, les professionnels de santé qui travaillent avec nous sont nos meilleurs ambassadeurs, parce que du coup, ils expliquent à leurs confrères, consoeurs, ce modèle de MedDoctor, où on leur garantit, alors on n'est pas du tout dans les zones grises chez MedDoctor au plan réglementaire, déontologie, on est extrêmement carré. C'est vraiment, je dis pas que les autres le sont pas, mais c'est quelque chose de très, très, une grosse préoccupation chez nous, une vraie marque de fabrique chez MedDoctor. Et en parallèle de ça, où on les sécurise énormément sur déontologie, juridique, RGPD. En revanche, on leur laisse une liberté totale, entre guillemets, pour contribuer. Et donc, on a des contributeurs qui sont là tous les jours avec nous en réponse aux demandes des patients, et d'autres qui sont là de manière plus occasionnelle, mais ça ne pose pas de problème, et on ne va pas les retoquer en leur disant oh là là, ça fait longtemps que tu n'es pas venu chez nous, qu'est-ce qui se passe? On n'est clairement pas dans ces modalités chez MedDoctor, on ne souhaite pas du tout être comme ça. Et donc, finalement, ça se porte tout seul. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on n'a pas un peu des efforts à faire un peu en recrutement, mais l'essentiel du flux vient vraiment du bouche à oreille. Donc c'est finalement ce qu'on appelle la fameuse traction que toutes les startups cherchent. Quand le bouche à oreille fonctionne comme ça, je pense que le terme est juste et on est dedans. Avant de t'emmener sur une partie plus axée sur la télémédecine, j'ai une dernière question sur MedDoctor. Quel est votre futur? Quels sont les gros projets à venir? J'ai notamment vu que vous alliez vous intéresser aux objets connectés avec TitoCare. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça aussi? Ouais, alors il y a 3 axes en fait sur le futur de MedDoctor. Je vais donner des illustrations concrètes. Le 1er chez MedDoctor, comme tu l'as vu, notre préoccupation, notre ADN, c'est de donner accès aux patients à une réponse médicale de qualité. Et là, on est en train de basculer, parce qu'on l'a plutôt bien démontré, on est en train de basculer vers l'orientation. Parce que cette première problématique d'accès, elle est extrêmement importante, mais en vrai, ce qui est important aussi, c'est que les patients puissent s'orienter dans un parcours. Quand on a un pépin de santé et qu'on n'a pas des amis médecins ou une famille, franchement, moi je suis la première, je suis complètement paumée, je sais pas ce que je dois faire, je vois un médecin, parce que c'est pas parce qu'on arrive à avoir un rendez-vous avec un médecin ou à avoir un échange avec un médecin qu'on a compris comment on devait s'orienter et prendre en charge sa santé. Donc pour nous,
c'est un premier axe qui est très important. Et donc, ça veut dire quoi en termes plus concrets par rapport à cette ligne stratégique? C'est vraiment d'arriver à mixer de la prise en charge comme ça ponctuelle sur des problématiques aiguës comme j'ai mal à la gorge, voilà, ce dont on a parlé tout à l'heure, vers une offre de soins, du parcours de soins qui sera en capacité d'assurer le suivi. Parce que le service du programmé n'est pas un service qui permet de faire du suivi. Parce que là, pour le coup, je pourrais pas assurer moins de 15 minutes de prescription à la volée. Ça n'est pas le modèle. On le voit assez intuitivement. En revanche, c'est ça le premier pivot. Et c'est ça qu'on est en train de faire, c'est du coup d'arriver à orienter ces patients-là et de les ramener dans une offre de soins qui soit pertinente. Alors du coup, l'enjeu, c'est quoi pour nous derrière? C'est d'avoir beaucoup de professionnels de santé sur les territoires, en proximité des patients, donc que ce soit des médecins libéraux, des centres de santé, des CHU, des maternités, voilà, pour les permettre de les orienter. Donc là, on voit un petit peu tout le champ de travail qu'on a à faire. Et donc ces professionnels de santé-là, on les équipe avec nos solutions de prise de rendez-vous et de téléconsultation programmée. Ça, c'est le premier pivot. Deuxième pivot, c'est toujours optimiser le temps médical et donc faire gagner du temps médical aux professionnels de santé avec deux choses. C'est du coup mieux préparer l'échange avec son patient, c'est-à-dire que lui remonter de la data en amont d'une consultation, par exemple. Et donc là, on est vraiment sur les champs de la data, lui permettre de mieux collaborer avec les autres professionnels de santé qui accompagnent le patient, par exemple, voilà, quand vous prescrivez derrière un suivi par infirmière à distance, et ben, c'est quoi les outils que je mets à disposition du médecin pour collaborer facilement et en mode sécurisé, parce que tout le monde utilise WhatsApp, mais WhatsApp, c'est pas sécurisé. C'est vrai qu'on parle là, c'est surtout il y a des gros enjeux actuellement, notamment avec le reportage d'Envoyé spécial il y a 3 semaines. Absolument. Donc ça, c'est le deuxième champ. Donc là, on voit bien qu'on est dans un champ très IA, outils de collaboration, très technologique. Et puis le troisième champ, c'est renforcer la valeur de chaque échange aussi. Donc je parlais des données en amont et tu citais les objets connectés. L'objet connecté, je parlais tout à l'heure aussi des outils en OFTA qu'on peut mobiliser à distance. Voilà, c'est ce qui va permettre d'augmenter encore jusqu'où on peut aller en téléconsultation versus le présentiel. Aujourd'hui, les sociétés savantes disent qu'on peut régler à 70-80% les problématiques. Donc là, ce qu'on va aller chercher, c'est peut-être pas les 20% restants, parce que de toute façon, jamais on pourra faire exactement la même chose, mais peut-être d'aller chercher un petit peu plus de pourcentage, parce que notamment sur les spécialités qui sont pénuriques sur les territoires, ça apporte vraiment de la valeur au système de santé et aux patients, parce que si vous pouvez faire votre examen de vue chez votre ophtalmo de chez vous, alors que sinon vous mettez 3 ou 6, voire des fois 8 mois pour avoir un ophta, voilà, donc ça c'est la troisième dimension, c'est d'augmenter la valeur pour du coup permettre à des gens qui sont exclus du parcours de soins de bénéficier d'une offre de soins de qualité, même à distance. Ok. Une petite question supplémentaire qui me vient à l'esprit, parce que je suis pharmacien. Est-ce que vous avez prévu de travailler avec les pharmaciens? Est-ce que vous les intégrez dans le parcours de mes docteurs? Alors complètement. Les pharmaciens, on travaille avec eux sur plusieurs sujets. Déjà, en ce moment, on est en plein dans la campagne de vaccination. Hein. On a beaucoup de pharmacies qui utilisent avec Mondoc notre outil de prise de rendez-vous en ligne pour organiser leur campagne de vax. Donc ça, c'est l'actualité, mais On est en plein dedans. on est en plein dedans. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est évidemment la téléconsultation assistée en officine. Donc là, il y a un cadre réglementaire qui est posé et ça, c'est possible. Et donc, on a une suite logicielle qui permet du coup de faire de la téléconsultation en officine assistée par un pharmacien et mobilisant évidemment également des objets connectés si nécessaire. C'est pas toujours obligatoire. Et ça, c'est très important pour nous, la téléconsultation assistée en officine, parce qu'il y a deux avantages. Le premier, c'est que ça permet d'avoir l'assistance d'un professionnel de santé avec soi. Et donc, il y a plein de patients qui ne sont pas du tout autonomes et à l'aise avec l'usage de la téléconsultation. La deuxième chose dans les zones blanches, c'est que vous n'avez pas la fibre chez vous, mais en général, le pharmacien à côté, il est équipé. Et donc, ça permet du coup de donner accès à la téléconsultation à des gens qui n'auraient pas accès parce qu'ils sont en zone blanche. Donc, comme nous, notre dada, c'est l'accès aux soins, forcément que les pharmaciens, c'est des chouchous pour nous. Parce que c'est Merci. vraiment... c'est pas pour te flatter, c'est vraiment un projet dans la prise en charge en proximité des patients, surtout dans les zones sous-denses. Et puis, après, il y a le troisième sujet aussi qu'on travaille en ce moment, c'est les bilans pharmaceutiques qu'on peut aussi faire
en téléconsultation. Et là, c'est un sujet aussi qu'on travaille avec les pharmaciens. Donc, tu vois, les pharmaciens, on les oublie pas. Et après, dans la collaboration d'un parcours de soins autour d'un patient dans les CPTS, notamment, le pharmacien est bien souvent mobilisé dans ces dynamiques-là. Moi, quand j'entends tout ça, je me demande vraiment comment tu fais pour réussir à gérer tous ces projets de front, parce que c'est incroyable tout ce que vous faites, et surtout à la vitesse à laquelle vous avancez et votre capacité d'exécution. Et donc, je vais t'emmener encore sur une autre casquette que tu as. Donc, tu évoquais tout à l'heure en introduction que tu étais vice-présidente du LET. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le LET? Et après, je vais te poser 2-3 questions sur le fonctionnement du LET et justement l'interaction des comment ça s'appelle, pas des intervenants, des personnes qui sont dans l'écosystème télémédecine français. Alors le LED, c'est LET, les entreprises de télémédecine. Pourquoi on a décidé de se structurer en association? Ça fait du coup 2 ans maintenant. C'est que on a tout un tas de sujets en commun, quelles que soient nos disparités de modèles, le fait qu'on soit en terrain hyper concurrentiel. Hein, et je peux te dire que il y a 2 ans et demi, quand on a lancé l'idée de faire des choses ensemble, ça a été fait un peu dans la douleur, hein, sans dévoiler les secrets. Hein. C'est qu'on était habitué plutôt à être hyper concurrents, et là on se retrouve à se dire, ce serait bien qu'on fasse des choses ensemble. Donc ça a été compliqué. Mais pour autant, on voyait bien l'intérêt parce que tous nos sujets ont un encadrement réglementaire et conventionnel qui est extrêmement fort. Et du coup, on avait quand même beaucoup de choses en commun et une voix à porter auprès des pouvoirs publics, des institutionnels, des médecins et d'un certain nombre de parties prenantes. Et Dieu sait qu'il y en a dans le système de santé. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est trop bête. Il y a forcément des sujets d'intérêt commun sur lesquels on gagnerait tous à partager et à porter la voix ensemble. Donc c'est venu comme ça. Donc ça vient jamais facilement du jour au lendemain. C'est un apprentissage. Moi j'ai la chance d'avoir fait partie dès le début de l'aventure. Faut dire que comme j'étais la petite nouvelle dans le milieu, je suis arrivée en 2018. Moi j'ai un peu posé la question, j'ai été écouter mes pairs, je leur ai dit est-ce que vous pensez que ça ferait du sens? Et justement François Lescure, le président de Médecins Directs et aujourd'hui Teladoc France, m'a dit bah oui justement on a envie de le faire, donc ça, tu tombes bien. Et voilà, donc moi j'en suis à mon 2e mandat de vice-présidente au sein du LET et je vois bien à quel point on progresse, voilà, mandat après mandat, sur justement cette dynamique collective qui est pas évidente, mais je pense que c'est pareil dans toutes les industries. Hein. On a déjà beaucoup de concurrence, on a des modèles économiques qui sont très différents les uns des autres, et peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Je crois que tu avais des questions autour de ça. Et donc c'est très difficile et en même temps c'est très enrichissant. Et on voit à quel point finalement en 2 ans et demi, ça y est, on commence à avoir une visibilité auprès des pouvoirs publics, auprès des acteurs, une capacité à avoir un échange régulier aussi avec les institutionnels. Bon, là-dessus, le Covid a beaucoup aidé parce qu'on a été très en assistance aussi de la DGOS. Hein. On avait des réunions très régulières pour voir comment on pouvait prendre en charge les patients. On a évité quand même 20% de passages aux urgences grâce à nous pendant la crise Covid, hein, et surtout les premiers mois où tout le monde était en panique. Donc, du coup, ça a nourri un lien. Ils ont vu qu'on n'était pas que des hackers de je ne sais quoi, que des vilains qui voulions faire des sous sur le dos des patients, et qu'on avait un engagement finalement sociétal très fort et aussi un peu de robustesse maintenant pour y répondre et contribuer. Donc voilà, et le fait de s'être constitué en association, je pense que ça a vraiment démultiplié les choses. Tu parlais justement du fait que des fois, au niveau institutionnel, c'est un petit peu rigide, on va le dire comme ça. Qu'est-ce qui reste à faire donc dans l'écosystème télémédecine pour continuer à grandir, continuer à améliorer tout ça? Alors c'est énorme ce qui reste à faire, et merci de me poser la question parce que tout le monde a l'air de croire que ça y est, c'est fini, ça existe et voilà. C'est pas vrai du tout. Ce qui existe aujourd'hui, c'est un médecin généraliste et un patient qui se parlent en visio, et ça, c'est une partie mais tout à fait petite et congrue de tout ce qu'on peut faire en télémédecine et en télésanté. Donc qu'est-ce qui reste à faire? Déjà à très court terme, nous on a un vrai sujet de cadre. Hein, parce que nos pratiques ne sont pas ancrées dans le marbre. On a plusieurs choses à très court terme. C'est notamment aujourd'hui, on est en période de crise sanitaire, et donc il y a des dérogations pour le financement par la Sécu de certaines téléconsultations. On ne sait pas quand ça s'arrête, on ne sait pas si ça s'arrête. Donc en termes de modèle éco et de perspective, c'est quand même un peu compliqué de se projeter. La deuxième chose, c'est que nous, on est soumis aux négociations conventionnelles. Donc CNAM, DGOS, médecins, enfin CNAM médecins, et tout ça derrière avec la DGOS. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que ces négociations conventionnelles n'ont pas eu lieu, nous, on ne sait pas du tout s'il va y avoir une ouverture ou pas
de nos pratiques à d'autres cas. Parce qu'aujourd'hui, pour une prise en charge par la Sécu, il faut qu'on ait déjà vu le patient dans les 12 derniers mois et ou qu'il soit pris en charge dans sa communauté de territoire. Donc, Donc tout ça, c'est ça un va peu avoir rigide en effet. voilà, très très fort sur notre avenir. Et la troisième chose aussi qui reste à faire à très court terme, c'est la clarification des rôles entre les solutions privées que nous sommes et les solutions publiques qui sont développées par les ARS et les grades. Aujourd'hui, on est en concurrence sur plein de projets entre des ARS qui proposent des outils gratuits et nous, nos outils. Hein. Donc tout ça à très court terme, il faut le régler. Les pouvoirs publics ont bien en tête. Mais ça, c'est très structurant et il faut clarifier tout ça. Et après, un tout petit peu plus largement, et pour être voilà, dans des sujets très positifs, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la technologie, c'est pas tout. Et en fait, la grande marche qu'on a à franchir, c'est vraiment de faire évoluer les pratiques médicales. Et ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc, il y a les histoires de formation initiale, il y a aussi les histoires de formation continue, et surtout de comment les professionnels de santé vont s'emparer de nos outils pour faire évoluer leurs pratiques. Et ça, il y a un monde devant nous et on voit bien dans chaque nouveau projet qu'on met en place à quel point c'est la partie la plus compliquée en fait. Hein. Oui, complètement. Donc, il y a tous ces champs de formation, d'application, de sémiologie médicale qui aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Le droit et les pratiques, les formations sont toujours en retard sur la vraie vie. Mais là, du coup, qui sont extrêmement pénalisantes pour un déploiement vraiment important de la télémédecine. Et tu penses que ça prendra combien de temps à rattraper ce retard? Alors, ça, c'est un peu la question à 100 balles. Même plus peut-être? Donc peut-être plus par ailleurs. Alors, ce qui est important de voir, c'est qu'en revanche, nous sommes tous en train de converger sur ce diagnostic-là. D'accord, ok. Et donc, déjà, c'est une manière de se dire qu'on va aller dans la même direction et que les pouvoirs publics, les URPS et autres ont bien conscience qu'il y a un gros sujet de formation, de mise aux normes des pratiques, parce que c'est les professionnels de santé qui vont s'emparer des Oui, outils. bah oui, C'est complètement, oui. eux qui vont se dire, voilà, ça c'est intéressant dans tel cas et dans tel cas. Nous, on n'a aucune légitimité à le décréter, en fait. Et donc, toute cette période d'apprentissage-là, elle n'est pas là encore. Parce qu'on a utilisé les outils un peu dans le rush, indifféremment un outil sécurisé, WhatsApp, le téléphone, parce que on était dans une crise. Et donc, il y a un énorme boulot à faire, en fait. Il y a un énorme boulot à faire. Ok, et tout à l'heure on évoquait justement le fait que dans le LET, vous fassiez interagir des gros acteurs de la télémédecine, du télésuivi, etc. en France. Comment on fait parler des personnes avec des business models aussi différents, avec des intérêts aussi différents? Est-ce qu'il y a un secret? Tu disais qu'il fallait réussir à faire converger, mais justement, comment est-ce que peut-être une action concrète que vous menez pour réussir à parler d'une voix des fois? Oui, alors, en fait, déjà, ce dont je viens de parler, c'est des choses qui sont partagées entre nous. Après, on cherche pas forcément tous la même solution, parce qu'on a des modèles différents. Certains vont avoir intérêt que le curseur pousse dans un sens ou pousse dans l'autre. Mais le fait de partager qu'on n'a pas de cadre d'exercice ni clair ni pérenne, ça, personne ne peut mettre en cause, hein. Ok. C'est juste une évidence. Le fait qu'il y ait un gros effort à faire par les pouvoirs publics, les ordres, les organismes de formation pour faire évoluer les pratiques, ça c'est pareil et ça c'est un vrai sujet de consensus en fait. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'aller trouver quelques sujets vraiment de consensus, de place et puis de dialogue du coup avec les institutionnels pour faire évoluer les choses. Un exemple très concret aussi sur lequel on interagit tous d'une même voix, c'est le fameux article 51 qui nous permettrait de faire des innovations hors de ce cadre qu'on a vu très, très fermé. Et puis, sauf qu'il ne bénéficie pas beaucoup à la télémédecine, cet article 51. Donc, on a tous intérêt à s'emparer de ça pour essayer d'en faire un chemin d'expérimentation des innovations. Donc, on les trouve, les sujets. Après, on n'a pas forcément tous envie que ça se règle de la même manière, mais en tout cas, on trouve les sujets, et même si c'est pas facile tous les jours, et même si en plus on fait ça sur notre temps libre qu'on n'a pas. Donc voilà. Je m'en doute bien. Quand si tu me dis que pendant le Covid, tu te levais à 7h et que tu finissais à minuit, je me dis, mais comment elle fait pour avoir le temps en plus d'avoir cette casquette de vice-présidente du LET? Mais en fait, on se rend compte dans ces moments-là que c'est important aussi de ne pas être trop la tête dans son guidon, même si c'est compliqué. Donc là, c'est la chance d'avoir des équipes super, hein, par ailleurs, et c'est le cas chez mes docteurs, mais qu'il faut aussi collaborer, communiquer avec l'extérieur pour avancer ensemble. Voilà, ça c'est important de ne pas lâcher ça. C'est pas tous les jours facile, hein, mais... Il y a une question peut-être un peu compliquée toujours sur le sujet des acteurs de l'écosystème télémédecine. Est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour tous ces acteurs? Parce
que tu évoquais justement des solutions développées par les ARS, les solutions concurrentes, etc. Comment tu vois le secteur, comment tu vois l'écosystème? Est-ce qu'il arrive à maturité? Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Et comment tu vois le futur, finalement? Alors, la maturité, on n'y est pas encore et je pense que tout ce qu'on a partagé là te montre qu'il y a encore des champs, tu vois, d'investigation et des champs à explorer, énormes. Donc la maturité, on n'y est pas. Là, on est dans une phase de consolidation du secteur, on le voit bien, parce qu'effectivement, il y avait, beaucoup d'acteurs qui étaient positionnés sur tout ou partie, plutôt partie, parce que la chaîne de valeur, elle est immense. Voilà et puis surtout, nos sujets nécessitent, beaucoup d'investissement, hein. On parlait de la R&D tout à l'heure, mais il y a pas que la R&D. Il y a aussi en ce moment tous les chantiers qui sont pilotés par Dominique Pons sur Ma Santé 2022, sur l'interopérabilité entre les solutions. C'est de l'investissement à fond perdu hein, pour l'instant pour nous, mais qui mobilise énormément de ressources. Et donc cette consolidation, elle est juste évidente, indépendamment des mouvements normaux de consolidation sur des secteurs qui commencent un peu à maturer. Mais là, très clairement, il faut des capitaux en fait. Hein, il en faut vraiment. Donc oui, il y a une phase de consolidation en cours. Le marché, il n'est pas mature. Et moi, ce sur quoi je milite par ailleurs, c'est mon côté militant du LET et aussi au nom de mes docteurs, mais aussi ce que je crois vraiment fondamentalement, c'est qu'il ne va pas y avoir un modèle unique. Hein. Tout le monde déjà va pas être sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Tout le monde n'offre pas de la ressource médicale en plus des outils digitaux. Et puis après, on voit bien qu'il y a des positionnements aussi sur, bah voilà, moi je suis le spécialiste parce que je connais ça très très bien du suivi post-hospitalisation après tel type d'opération. Voilà. Et puis il y a un autre champ dont on n'a pas parlé. On a parlé beaucoup de télémédecine. Mais là, on a vraiment ce qu'on appelle la télésanté aussi qui s'ouvre. La télésanté, c'est la possibilité de faire du soin à distance. Et là, on vient d'avoir le décret, on l'attendait avec impatience depuis presque un an maintenant, qui ouvre la possibilité à 18 professions médicales d'utiliser le soin à distance aussi. Donc, tout le monde ne va pas se spécialiser sur les kinés parce que c'est pas pareil quand on est dentiste et quand on est kiné, on n'a pas les mêmes. Ça se formalise comment justement ce télésoin à distance? Alors, bah, ça se passe un peu de la même manière. Nous, on a mis en place, grâce au Covid, on a pu mettre en place, par exemple, le télésuivi infirmier. Hein. Donc, les infirmières qui, à domicile, viennent suivre les patients. Et donc, en termes de technologie, bah, c'est les mêmes technologies qui sont mobilisées, hein, évidemment. Et simplement, on n'est pas sur un acte médical et un diagnostic, mais on est vraiment sur du soin. Donc, par exemple, et donc ça, on a eu une dérogation pendant le Covid pour avoir des codes actes pour permettre aux infirmiers, du coup, de tarifer leurs actes. Ok, d'accord. Oui, c'est des choses que je visualisais pas du tout. Voilà. Et donc, bon, donc là, on voit bien qu'il y a un champ énorme de développement et que tous les opérateurs vont pas se positionner sur tout. C'est juste pas possible. Donc, oui, pour moi, il y a de la place pour plusieurs modèles économiques et pour plusieurs modèles organisationnels et tout le monde ne va pas aller sur la chaîne de valeur, tout comme à ce stade, intégrer des objets connectés, de l'intelligence artificielle et autres, c'est aussi des positionnements qui sont un peu différenciants ou d'aller sur des médecines de spécialité comme la téléophtalmologie dont on parlait tout à l'heure. Donc, on voit bien que le marché, il est pas encore structuré, qu'il y a de la place pour un certain nombre d'acteurs et que les besoins et surtout les potentialités sont énormes. Donc ça milite pour vraiment la création et la structuration d'une filière e-santé et télésanté. Hein. Il n'y a pas un seul acteur unique, il faut surtout pas rentrer là-dedans. C'est pas parce que Doctolib est mon concurrent que je dis ça, c'est juste qu'on se priverait voilà, du développement de beaucoup d'usages si on comptait que sur un seul acteur. C'était un peu ma question sous-jacente, c'était de savoir s'il y avait encore de la place pour de nouveaux acteurs, de nouvelles startups, de nouvelles idées. Alors il y en aura forcément, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu foisonnement et c'est un peu ce que nous opposent d'ailleurs, les médecins, les établissements et autres, c'est qu'on voit pas clair dans ce que vous savez faire, d'où aussi l'intérêt du LET, hein, de structurer aussi un message, de dire voilà, de donner des repères là-dedans. Mais il y a encore énormément de place pour l'innovation parce que la télésanté, c'est vraiment le support des innovations en santé. Tout ce qu'on fait en termes de dispositifs médicaux connectés et autres, nous, on est les véhicules de ça. Oui, Hein. complètement, oui. Donc, forcément qu'il va y avoir encore plein de nouveaux entrants. C'est évident. Après, un nouvel entrant qui voudrait faire exactement que de la téléconsultation, entre guillemets, basique, qu'on a vu, enfin, on est déjà suffisamment non, enfin, il me semble en tout cas enfin, c'est pas différenciant en tout cas. Est-ce que justement tu aurais un conseil avec ton background énorme sur le sujet pour ceux qui veulent se lancer sur ce secteur-là de la télésanté avec un axe différenciant évidemment? Comment prendre le taureau par les cornes?
je vais essayer de répondre sans répondre, parce que donner des conseils, moi, je me garderai bien de le faire. En revanche, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut pas négliger la partie. Tout à l'heure, je parlais de l'innovation comme levier de transformation, et là, on est à nouveau complètement là-dedans, parce qu'on a beaucoup de réticence au changement, de part et d'autre, pour des bonnes raisons, pour des moins bonnes raisons, pour des questions d'habitude, aussi parce que la santé en France est extrêmement silotée. Et donc, moi, je dirais qu'il faut surtout pas négliger d'investiguer aussi sur le champ de répondre à un besoin des professionnels de santé et autres, parce que derrière, l'embarquement, c'est quand même pas simple. Voilà, donc il faut répondre à un vrai cas d'usage et une vraie attente. Ok, bah merci pour ce conseil et aussi merci pour toutes tes réponses. Donc là, on arrive sur la fin de l'échange et j'ai une dernière question, c'est un peu pour ma charte éditoriale. C'est que j'observe une comparaison, plutôt une similitude entre les aventuriers et les entrepreneurs dans le monde de la santé qui font bouger les lignes. Et là, je pense qu'on vient de le voir notamment avec tout ce que tu viens de nous dire, c'est que clairement, avec Medoctors, vous êtes en train de défricher le champ des possibles en télémédecine, pareil avec Lolette. Donc ma question, c'est est-ce que tu as un aventurier, une aventurière préférée qui te stimule un petit peu tous les jours et de qui tu pourrais t'inspirer pour avancer. Elle est rare cette question et moi je l'adore et je trouve qu'effectivement le parallélisme il est très très bien vu. Alors moi c'est un écrivain voyageur qui est mon explorateur, c'est Sylvain Tesson. Je sais pas si tu le connais, donc il est géographe de formation. Il a fait tout un tas de voyages et d'expéditions dans des conditions vraiment extrêmes, vraiment avec la volonté d'aller aux limites, je dirais, du corps et autres. Donc il y a une expérience au-delà de la découverte des autres. Il y a aussi une expérience un peu personnelle, voilà, sur comment moi, humain, dans un monde pas connecté, voilà, tout d'un coup, je suis décadrée. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent, moi, le décadrage, par ailleurs. Et puis, ce que j'adore surtout, c'est qu'il en fait des récits, que c'est extrêmement bien écrit, que c'est à la fois hyper poétique, plein d'humour, et que du coup, il nous embarque dans l'aventure. Et du coup, bah, toi qui n'as pas forcément l'occasion d'aller faire des explorations dans des zones compliquées d'accès, bah, c'est une manière de partager. Et par ailleurs, je suis une grande, grande lectrice. Moi, j'ai fait des études plutôt le littéraire. Donc voilà, je retrouve beaucoup de bonheur dans les écrits de Sylvain Tesson. Je mettrai du coup en description, donc je le mettrai en conseil de lecture. Bah, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Bon, je t'ai fait durer un petit peu plus longtemps que les 30 minutes de prévu, mais c'est hyper intéressant et c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir, vraiment. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci d'avoir tout écouté. Si vous aussi vous voulez participer à la santé de demain, abonnez-vous au podcast, laissez un petit 5 étoiles et dites-moi ce que je peux améliorer en me laissant un commentaire. Et pour les plus persuasifs, prenez le téléphone de vos amis et abonnez-les discrètement au podcast. Je suis Mériadec Guignard et je vous dis à la semaine prochaine pour poursuivre notre exploration de l'écosystème Health Tech.